Poursuivons notre tournée d'entrevues avec les conseillers municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question, au moins une fois par année, de parler plus précisément des enjeux de district, des enjeux de quartier. Aujourd'hui, on est dans le nord d'Iberville et Saint-Athanase avec Jérémy Meunier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, secteur, évidemment, le gros sujet de l'heure chez vous, évidemment, c'est ce fameux projet de passer l'aqueduc. Bon, ça fait des décennies qu'on parle de ça, mais évidemment, ça vient avec une facture, avec ou non des subventions. Là, il y a une partie peut-être un peu plus grise là-dessus. Là, vous êtes dans un processus actuellement de... Vous avez tenu une première soirée d'information. Exactement. Là, les gens, éventuellement, vont recevoir vraiment le vrai prix. On est rendu à quelle étape, autrement dit? Là? En fait, il y a eu la soirée d'information qui a été faite il y a quelques semaines. Puis, dans la soirée d'information, à la toute fin, les gens recevaient une enveloppe avec leur montant. Donc, une enveloppe, un montant payé comptant ou payé sur 20 ans, les montants annuels. Puis, il y a eu la présentation. Tout ça, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de questions, tout ça. Il y avait des gens, évidemment, qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Mais quand les gens ont eu leur enveloppe, c'est là que vraiment, ça a été... c'est ça qui a le plus eu d'impact, je pense, parce que les montants étaient beaucoup plus élevés que ce à quoi ils s'attendaient, je pense, là aussi. Bon, on le prend par morceaux. Premièrement, ça touche combien de citoyens? C'est 475 comptes de taxes résidence. Fait qu'on peut... C'est quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. On pourrait dire peut-être 800 personnes, 800-900 personnes. C'est 475 portes. Là. Portes, oui. C'est beaucoup de monde. Mais les gens, ils sont... Enlevons l'histoire de la facture, là. Les gens, ils veulent ça plutôt que d'avoir un puits, j'imagine. Pas forcément. Pas tout le... C'est ça l'affaire. C'est que dans ce dossier-là, il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'eau, qui ont parlé peut-être un peu plus fort que ceux qui ont déjà un puits qui est fonctionnel avec un tank septique qui fonctionne ou une bionesse. Il y a des maisons neuves aussi qui ont fait creuser des nouveaux puits avec des systèmes bionesse de la dernière technologie, qui ont investi beaucoup déjà, qui, eux, bien, ils ne veulent pas nécessairement remettre un 50, 60, 80 000 juste pour avoir l'aqueduc quand ils ont déjà investi. Il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient à la base en faveur du prolongement de l'aqueduc en se disant, bon, ben même si ça coûtait 20-25 000, mais là, quand ils recevaient leur enveloppe, 60. C'est parce que là, c'est pas le même prix, c'est pas la même chose. Puis c'est là où est-ce que pour moi, en tout cas, comme conseiller municipal, puis comme humain, quand j'ai une dame de 92 ans qui m'appelle, qui me dit, j'ai juste la pension de retraite, la petite pension, puis déjà, ça n'arrive pas. Comment je vais faire pour payer 90 000? C'est impossible. 90 000? Ouais, parce qu'en même temps, comme vous le dites, ceux qu'on voit périodiquement au conseil de ville, Mme Lantier, M. Bisaillon, puis qui parlent un peu aussi au nom de ceux, là, comme vous dites, là, qui ont des problèmes d'eau, ils ne boivent pas l'eau du robinet, ou ils ont des problèmes avec la lessive, ou certains doivent investir des gros montants pour remettre à niveau leur installation. Il y a des règles environnementales. Puis en même temps, je me mets à la place de ces gens-là, je me dis, bien, s'ils sont pour passer les tuyaux, je n'investirai pas des milliers de dollars pour un nouveau puits. Bon. Puis d'autres, comme vous dites, qui viennent de faire la job, puis là, tu dis, bien, je viens de dépenser, je ne referai pas faire ça de l'autre côté. C'est ça. Là, je comprends qu'on est à l'étape de la soirée d'information, à l'étape où chacun a sa facture. Ultimement, est-ce qu'on devra, selon vous, aller vers un référendum en bonne et due forme pour tâter vraiment le pouls de la population? Bien, en fait, les gens ont reçu la lettre avec leur montant, puis les gens ont été invités à répondre au sondage pour savoir s'ils étaient en faveur ou en défaveur du projet. Puis aussi, il y avait une section réservée aux commentaires, puis les gens pouvaient ajouter une page ou deux s'ils voulaient, mais pour nous expliquer pourquoi ils sont en faveur ou pourquoi ils sont en défaveur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ce sondage-là. Ça va nous donner déjà une bonne indication de l'intérêt des gens. Le sondage, il est encore en cours en ce moment? Normalement, les gens avaient jusqu'au 8 octobre pour répondre au sondage. Donc, ils devraient avoir retourné leur lettre. S'il y en a qui arrivent plus tard, je pense que ça va être considéré quand même. Là. Quand on pense que c'est des gros montants comme ça, on va avoir le maximum de réponses. Donc, le sondage fait un peu office de référendum. D'une certaine façon. Il va vous donner quand même une bonne lecture de... Oui, puis il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les plans de devis ont été faits parce que le conseil municipal l'a demandé, mais il n'y a pas eu un sondage au préalable pour demander aux gens s'ils étaient prêts à payer pour des plans de devis. Donc là, cette facture-là, les gens ne l'ont pas encore reçue, mais ils vont la recevoir. Mandat, là. Ouais. Oui, mais la facture, ils ne l'ont pas encore reçue. Ils ne l'ont pas reçue? Ça va être 2024 ou 2025. Est-ce que c'est une bonne facture, ça? Bien, c'est 305 000 divisé par les 475 résidences. C'est beaucoup. C'est quand même 600 en moyenne. Là. Ça, les gens vont avoir l'impression que c'est nous qui l'avons forcé, mais non, ça a été fait
dans le mandat précédent. Mais en même temps, l'étude est un peu nécessaire pour avoir l'heure juste aussi. Bien, moi, je commence à me poser la question, si on s'était basé sur les prix d'autres projets, puis on l'avait ramené à notre projet, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de faire des plans et devis complets, puis juste aller en sondage pour voir, bien, si le prix, si ça ressemble à ça, est-ce que vous seriez en faveur? Là, on parle de l'aqueduc, mais est-ce qu'on parle des égouts en même temps? Non, seulement l'eau. Pourquoi juste l'eau? Bien, on est en moratoire à Saint-Jean parce que notre usine de traitement des eaux usées est à pleine capacité ou presque. Si on vient rajouter en plus de ça le chemin des Patriotes, mais là, l'usine est à pleine capacité. Mais là, on jase, là. Quand on ouvre une rue, là, il peut être passer 2 tuyaux en même temps, non? Bien, les nouvelles rues, absolument. On n'a pas le choix là, dans les nouvelles rues. Mais on ne fait pas de nouveau développement en zone périurbaine. On est en mode densification. Il n'y a pas de développement qui se fait en dehors du périmètre urbain. Donc, les gens qui, un jour, pourraient avoir l'aqueduc vont être encore aux prises à avoir des systèmes d'épuration. Peut-être qu'un jour, le gouvernement du Québec, ou en tout cas un fédéral, aura un projet un projet qui amène des subventions, mais pour le moment, il n'y a pas de subvention ni pour l'eau, ni pour les égouts. La question, pourquoi? Pourquoi, normalement, dans ce genre de projet-là, le gouvernement du Québec accorde des subventions? Pourquoi ce projet-là n'est pas admissible? Parce qu'on est en dehors du périmètre urbain. Donc, pour le gouvernement du Québec, pour le programme Primo, par exemple, c'est à l'intérieur du PU, périmètre urbain. Dès qu'on en sort, c'est pas éligible. Puis, ensuite de ça, souvent, les projets qui vont être retenus, c'est pas pour prolonger un réseau d'aqueduc, mais davantage pour le remplacer. Un système qui est dû pour être changé, le gouvernement va financer le remplacement. Il n'y a pas le programme pour le prolongement dans les zones agricoles, par exemple. Parce que s'il y avait des subventions, c'est une autre histoire complètement. Bien, oui puis non. Par exemple, il y aurait une subvention si l'eau est contaminée. Ça veut dire que chaque personne qui a un puits contaminé pourrait avoir jusqu'à 20 000, 24 000 $. Mais si on parle d'une facture à la base qui est de 50, 60, 70 000, même si on donne 20 000, ça reste quand même conséquent comme montant. Mais je ne connais pas du tout ça parce que j'habite en ville. Ça coûte combien un puits? Quelqu'un qui a une maison normale, là, de taille régulière, là, ça coûte combien faire installer ça? Moi, je peux parler de mon expérience. J'ai grandi 600 en Saint-Édouard, dans le fond, en plein milieu de la campagne. On avait un puits qui est là depuis nos grands-parents, arrière-grands-parents. On a une pompe à piston. C'est la même pompe à piston que mes grands-parents avaient. Je pense que mon frère a encore la même pompe dans la maison. Ça coûte rien. Une fois qu'on a l'eau, on a l'eau. Si l'eau est de bonne qualité. Le problème d'un puits, c'est que à tout moment, le puits peut arrêter de fonctionner, ou peut être contaminé, ou peut y avoir différentes problématiques avec le puits. Mais quand on a une bonne eau, un bon puits, ça peut durer très longtemps. Sauf que là, comme vous dites, quand les gens ont ouvert les enveloppes, c'est des montants de 60, 70, 80 000 $. Bien, s'il y en a dans toutes les braquettes, là, mais disons entre 20 000 et plus de 100 000. Il y a des gens à 90 000, il y en a plusieurs. Mais pour l'eau seulement. Là. Puis pourquoi c'est plus cher pour certains? C'est quoi? C'est calculé en fonction du frontage du lot. Mais il y a des terrains qui ne sont pas lotissables, qui ne pourraient pas être divisés s'il y avait l'eau, mais qui doivent quand même payer le plein montant. Ce qu'on expliquait, par exemple, dans la science d'information, vous avez un grand terrain, mais vous allez pouvoir le diviser par la suite. Donc, vous allez pouvoir répartir le coût entre les différents terrains. Mais certains de ces terrains-là qui ne sont pas lotissables, même avec l'eau. Là, je vous écoute, là, puis je comprends qu'on n'a pas les résultats du sondage, mais j'ai comme l'impression que la majorité ne voudront pas payer ça va être une décision au final du conseil municipal. Mais moi, comme humain, je ne vais pas mettre des gens à la rue parce que ça coûte trop cher pour avoir l'aqueduc chez eux. Je trouve pas ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. Puis après, si on voit que dans les sondages, les gens, c'est une forte majorité, on va y aller. Ah ben oui, c'est sûr. Mais ce que je reçois comme message, des gens qui sont... des gens qui souffrent en attendant d'avoir les résultats parce qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient être à la porte si les sondages étaient positifs. Mais ça, je vous appelle comme ça tous les jours, des messages, des courriels. Ah oui, à ce point-là? Oui. Mais l'heure juste, on va l'avoir bientôt? En ce moment, ils sont en recension des derniers résultats. Je m'attends à avoir des résultats cette semaine, peut-être la semaine prochaine. OK. Ben, ça va être intéressant de voir la suite parce qu'évidemment, ça aura un impact, évidemment, sur ces gens-là. Je viendrai vous voir pour vous en parler. Évidemment. Là, je vois qu'en ce moment, devant chez vous, il y a des travaux. Vous voyez ça? Oui, mais là, les travaux qui partent de la 9e avenue jusqu'à l'autre côté du fameux pont que tout le monde accroche, bien, un peu moins, là. Un peu moins ces temps-ci. Un peu moins ces temps-ci, en fait, surtout ces temps-ci. C'est quoi les travaux sur la première rue en ce moment? En ce moment, en fait, c'est le pont qui surplombe le ruisseau Aizune, qui est refait complètement.
Donc, c'est un pont. C'est un pont qui est sur une base de pieux, qui est une structure bétonnée. Donc, là, ils sont encore dans la phase où est-ce qu'ils ont enlevé l'ancien pont, mais ils doivent enlever tous les murs de fondation, murs de soutènement. C'est un pont qui a connu plusieurs étapes. Là, à l'étape où ils sont rendus, là, c'est beaucoup des pierres dans le béton, mais c'est dans les footings, si on veut, là, qui sont entrés dans le fait. Ils ont mis des pales planches. Ils refont le pont complètement. Puis ça va aller. Les travaux devraient s'échelonner jusqu'au fin décembre, probablement. Fin décembre. Oui. Bon. C'est quand même une artère assez prise pour les gens qui circulent, Oui. surtout pour le pont. Et le fameux pont de train là, sur lequel on a mis toutes sortes là, des clignotants, des drapeaux, des chaînes, il n'y a rien qu'on n'a pas mis, des bonhommes, bref. Êtes-vous satisfait des mesures? Est-ce que ça fait la job ou il y a encore place à l'amélioration? Si on se remet avant là, les travaux actuels là, du pont du ruisseau Hazen, au printemps, au mois de mars, on a eu, pendant une semaine, il y a eu 3 camions en même temps, un après l'autre, en moins d'une semaine, qui ont frappé le pont de train. Puis à ce moment-là, j'ai demandé au conseil, j'ai demandé à la direction générale si c'était pas possible de mettre des arrêts temporaires au coin de la 11e puis au coin de la 10e. Et puis, à partir du moment où on a mis des arrêts, il n'y a pas eu aucun autre camion qui a frappé le pont de train pendant tout l'été. Intéressant. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on devrait le pérenniser, le rendre permanent? On verra peut-être avec l'équipe de signalisation puis avec les gens du SIG, on pourra l'évaluer. Mais en tout cas, ça fonctionnait bien. Okay. Après, on a quand même prévu au PTI l'an prochain d'investir pour avoir un système style capteur avec un écran lumineux là, qui vient avertir les camionneurs. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On verra là, si, avec les arrêts, peut-être que c'est suffisant là, pour empêcher le camion de frapper le pont. Bon. En terminant, quels sont pour vous les autres enjeux dans le district en ce moment? Dans le district, on a eu quand même pas mal de travaux cet été. Il y a eu des trottoirs, il y a eu des couloirs scolaires, des arrêts surélevés. Je pense que les enjeux sont peut-être plus grande ville que district, si on veut. Là, on arrive en phase pré-budgétaire. Je pense que ça va être un siège de nouvellement sur le comité des finances. Puis, on a eu notre première rencontre pro forma. Je peux vous dire que on aura des choix très difficiles, très déchirants à faire. Je pense que la plupart, il y a d'autres villes qui ont déjà commencé à se prononcer là, sur les hausses à venir. Je pense que Saint-Jean, on ne fera pas exception. Il faudra voir de quelle façon. Mais on a un grand déficit d'investissement dans nos infrastructures. Puis on l'a répété, mais il y a eu d'autres administrations qui ont fait des gels de taxes, mais à chaque fois qu'on faisait des gels de taxes, on pousse par en avant. On pousse par en avant. Mais là, on arrive à un point où est-ce qu'on n'aura pas le choix d'investir massivement là, dans nos infrastructures. Jérémy Munier, merci beaucoup. Bonne merci chance pour la suite. Bien hâte de voir les résultats du fameux sondage du secteur nord d'Iberville-Saint-Athanas. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.